Donc, je me présente rapidement, je suis Anna Hottoville, je suis chargée de projet en territoire Pays de la Loire et Bretagne à l'UDES, qui est donc l'Union des employeurs de l'ESS. Pour ce premier webinaire en lien avec le Collège des employeurs, nous avons souhaité aborder avec vous la protection sociale comme discussion et sociale au sein du dialogue social et du CSE pour les structures qui en sont dotées. Donc, je vous propose en fait une première intervention d'Isabelle Lorenzi, administratrice en charge de la protection sociale et de la santé, pour introduire le sujet et positionner l'UDES. Et ensuite, je donnerai la parole à Jean-Yves Le Breton de Harmonie Mutuelle. Isabelle, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et puis voilà, aborder le sujet. Est-ce que vous avez un PowerPoint? Vous pouvez prendre la main si vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Isabelle Lorenzi, je suis administratrice, de l'UDES et j'occupe cette fonction, au titre des familles de la mutualité, puisque je suis par ailleurs, trésorière de l'ANEM. Et donc, j'occupe des fonctions, d'administratrice ou de vice-présidente, mais c'est administratrice, dans des structures livre 2 et livre 3, c'est-à-dire, complémentaire santé et réalisation sanitaire et sociale, au niveau des mutuelles de France. Juste avant de débuter, je souhaiterais juste vous demander de bien vouloir m'excuser, mais je ne pourrai pas rester jusqu'à 9h30, ayant, déjà des engagements qui étaient prévus avant, d'être sollicitée pour, cette, matinée. Donc, je ne c'est pas un manque d'intérêt, mais c'est juste, il faut tenir compte des transports pour se rapatrier sur d'autres réunions, hors de la ville de Nice. Voilà, donc nous faisons le grand écart, ce matin, vous en Bretagne, moi à Nice, donc on représente la France, effectivement, des territoires. Moi, pour vous parler de la protection sociale comme levier, du dialogue social, et de l'attractivité, je vais prendre, quelques thématiques, quelques, dossiers, qui ont été, concrétisés, finalisés, au niveau de l'UDES et donc qui peuvent aussi, vous permettre, d'identifier, le rôle d'une branche, dans le cadre de ce sujet, de dialogue social. Je pense que la branche pour l'attractivité, c'est un peu peut-être plus, significatif pour tout le monde, mais on va aussi, mettre quelques éléments, sur cette notion d'attractivité. Et pour commencer donc en termes d'attractivité, je me permets de vous rappeler ou de vous présenter, l'engagement des employeurs, engagés. Donc un appel que l'UDES a travaillé, tout au long, de l'année, 2020-2021, donc qui a été lancé officiellement en novembre, 2021 et c'est un appel, pour mettre en évidence ce que c'est qu'être un employeur engagé de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, tout d'abord et avant tout se questionner sur le rôle économique, hein, sur le travail, travailler sur les qualités managériales, au sein de la structure, et interroger sa dimension sociale et écologique. Donc, c'est comment effectivement montrer qu'il y a un différentiel entre un employeur de l'économie sociale et solidaire et une entreprise de l'économie sociale solidaire et une entreprise dite plus classique. Donc, ces éléments, rôle économique, travailler ses qualités managériales, interroger sa dimension sociale et écologique, sont les éléments, clés qui apparaissent dans l'appel des employeurs engagés. Je dirais que, c'est un élément qui a été travaillé à partir d'un questionnement, que nous avions eu. Comment rendre, nos entreprises de ce secteur de l'économie sociale et solidaire plus attractives auprès, des demandeurs d'emploi, des étudiants qui sortent du système scolaire. On peut dire que, les revendications qui sont inscrites dans cet appel ont une ambition d'apporter une réponse sur ces enjeux, mais aussi, sur le sens que l'on peut retrouver en travaillant en économie sociale et solidaire. Et un des engagements qu'on retrouve dans ce manifeste, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi, la santé au travail, donc qui constitue, une priorité essentielle, hein, ou qui devrait constituer une priorité essentielle lorsqu'on est un employeur de l'économie sociale et solidaire.
Et donc, quand on parle de santé au travail, ça concerne tant les risques psychosociaux que, tout ce qui concerne l'accès à une information sanitaire, mais aussi un régime de protection, sociale, qui est mis en place par une branche, qui est mis en place par une entreprise. Si cela vous intéresse ou si vous n'avez pas pu y avoir accès, on peut vous communiquer, l'appel des employeurs, vous le transférez, l'appel des employeurs à engager, dans l'ESS. Donc, premier élément, d'attractivité, mais aussi pour mettre en avant, le sens, d'un travail dans l'économie sociale et solidaire, cet appel des employeurs engagés. Sur, je dirais les leviers de protection sociale, hein, mais qui sont tout autant, qui peuvent tout autant être rattachés à l'attractivité. On peut parler aussi, du régime de complémentaire, de protection sociale. Donc, le régime complémentaire, de protection sociale, je pense que tout le monde vous connaissez ce qu'il en est. On souhaite mettre un petit peu l'accent sur le fait que ce n'est pas le fait de conclure un contrat avec l'organisme assureur qui suffit pour pouvoir, bénéficier du régime social et fiscal qui est favorable, au régime collectif, hein. Et donc il existe, plusieurs modes opératoires, pour mettre en place ce régime complémentaire de protection sociale. Alors je pense que vous les connaissez, vous m'en voulez pas si, je vous les rappelle, hein. C'est, soit par voie de convention et d'accord collectif, soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Alors, vous pouvez imaginer, que si on est sur, dialogue social, attractivité, l'UDES priorise plutôt, et privilégie plutôt le choix de la négociation, d'un accord collectif, fruit d'un dialogue social, hein, d'un dialogue qui permet effectivement, d'impliquer les parties prenantes de l'entreprise à partir de leurs représentants et donc ce choix doit être aussi, adapté à la taille de l'entreprise, hein. La présence donc comme je vous disais éventuellement d'organisations syndicales représentatives ou d'un CSE, et donc en même temps, les entreprises qui en auraient besoin, hein, ou qui le souhaiteraient ou les associations, peuvent toujours, solliciter l'UDES, hein, qui dispose effectivement, de services, pour vous accompagner et en même temps, qui peut jouer un rôle, aussi prépondérant. À partir du moment où on a un régime, complémentaire de protection sociale, hein, il y a, celui-ci permet, à la branche de jouer un rôle, mais aussi à la possibilité de, mettre en place un HDS, un haut degré de solidarité. Heu, donc lorsque, on met en place, donc ce régime de protection sociale complémentaire, c'est par voie d'accord collectif, au niveau de la branche, hein. Heu, on peut, effectivement, dire que celui-ci, à partir du moment où il se fait avec, les bases d'un dialogue social, les négociations peuvent être décisives, hein. Le dialogue social influe, peut faire évoluer les éléments, mais cette mise en œuvre d'une protection sociale complémentaire efficiente peut permettre aussi de mettre en place des garanties de protection sociale, qui sont, je dirais, des prestations non contributives avec, un haut degré de solidarité. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez pu, en bénéficier ou, le mettre en avant, hein. Ce haut degré de solidarité, est reconnu aujourd'hui, comme étant un facteur, d'attractivité. Je vais vous donner quelques exemples, hein, sur différentes, composantes de l'économie sociale, hein, de ce que représente un haut degré de solidarité et son attractivité. Pendant, le covid, par exemple, hein, la branche, mutualité a mis en place, à partir du haut degré de solidarité, des cellules d'écoute psychologique, des actions de prévention relatives aux risques qui étaient liés à la mise en place soudaine du télétravail, hein, à une grande échelle, hein. Et
donc, elle a proposé et elle propose également une aide exceptionnelle en fonction de la situation individuelle, financière ou familiale du demandeur ou d'une situation particulièrement digne d'intérêt. La mutualité a mis ça en place pendant le Covid, hein. D'autres branches, par exemple, la BAS pour la branche médico-sociale, a mis en place une expérimentation sur la prévention des risques dans des situations de violence, hein, des risques routiers ou ceux liés au travail de nuit et des douleurs musculaires. Donc tout ça à partir du HDS. Si on prend la branche habitat, logement, accompagné, le fonds HDS a connu dans cette branche un vif succès, notamment, s'agissant d'un abonnement sportif, hein, qui est ouvert aux salariés et à leurs enfants sous conditions de ressources, et ils sont actuellement en train de réfléchir à favoriser l'accès à la culture aussi sous conditions de ressources, et dans ce cadre de figure-là, on voit très bien, que, la santé n'est pas appréhendée comme, la maladie ou un acte de prévention purement médical, mais on est dans la définition de la santé globale avec, une, approche transversale qui est le bien-être, hein, à travers l'accès à la culture et l'accès, aussi au sport. Et je vais vous donner un dernier exemple qui est la branche, des ateliers et chantiers d'insertion, hein, l'ACI, qui emploie effectivement de nombreux salariés qui sont en situation de précarité. Et compte tenu de leur activité, d'insertion, hein, aujourd'hui, à travers le HDS, mène une réflexion en vue d'une vraiment expérimentation du HDS liée à l'hygiène alimentaire. Donc comment bien manger avec un petit budget. Donc vraiment, pour essayer d'apporter des réponses, à leur public. Donc, au-delà de ces exemples qui sont très variés et qui concernent différents, champs, du possible, hein, on peut aussi, tenir compte que d'autres ont mis en place du HDS, soit pour des aidants, hein, et donc c'est un dossier particulièrement, important, prégnant dans la société d'aujourd'hui et crucial pour certains de nos salariés. Et donc, des mesures spécifiques, aussi, liées au handicap. Donc il y a d'autres exemples, mais handicap et danse, est quelque chose qui est, aussi existant dans le HDS, et on sait qu'il y a des réflexions aussi au niveau de la parentalité. Mais ça, je vais y revenir, un tout petit peu plus loin. Heu, donc, concernant ensuite, l'UDES en termes de dialogue social, et de protection, sociale complémentaire, je ne sais pas si vous le savez, mais, en 2023, l'UDES a réalisé une enquête auprès de ses adhérents, hein, sur les régimes complémentaires de protection sociale dans les branches de l'ESS. Donc, la discussion que nous avions eue était de savoir, mais nos adhérents, quand on parle de prévoyance et quand on parle de santé, sont, couverts par qui? Comment? Quel type de couverture, hein? Et donc, on peut dire que cette étude qui a été réalisée en 2023, révèle, une forte adhésion, des entreprises auprès des organismes recommandés, par la branche au niveau de la prévoyance. Lorsqu'on regarde les résultats, en termes de prévoyance et s'agissant notamment du risque lourd, hein, il y a, vraiment une forte adhésion, des entreprises, hein, aux recommandations de la branche. On a donc au moins 7 branches de l'économie sociale et solidaire qui présentent un taux d'adhésion supérieur à 80, hein. Et s'agissant par contre de la complémentaire santé, on se rend compte que le niveau d'adhésion est plus disparate suivant les branches, et dont tient compte aussi, beaucoup plus d'autres, paramètres, hein, et donc que la recommandation que, la branche peut formuler. Alors ce que l'on peut dire sur ce sujet, c'est que l'adhésion des entreprises de l'économie sociale, et solidaire auprès des organismes recommandés de branche
constitue un enjeu fort pour l'UDES, parce que en fait, en tant que branche, cette recommandation conforte aussi le rôle de pivot de la branche dans la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. Surtout, elle favorise la solidité d'un régime de branche cohérent, hein, proposant des offres qui sont adaptées aux spécificités de la branche. Et je dirais aussi que à partir de cette recommandation, ça permet aussi à la branche de bénéficier des prestations spécifiques au titre du HDS et voire, pour aussi faire évoluer peut-être le HDS, heu, sur certaines thématiques et donc de faire émerger de nouveaux champs, pouvant intégrer le HDS. Donc pour l'UDES, il est essentiel, donc de vous sensibiliser, de sensibiliser les organisations syndicales, d'entreprises, les représentants du personnel à l'intérêt de la recommandation. Voilà sur, je dirais, les éléments, plus juridiques, plus, je vais pas dire réalistes, mais les plus, pragmatiques, hein, sur le dossier. Il en reste un toutefois, qu'il faut que l'on anticipe et que l'on intègre aussi dans nos réflexions et dans nos échanges. C'est celui, de la protection sociale face aux transitions démographiques. C'est, la question de, co com afin de répondre, aux enjeux d'attractivité des métiers, comment, les régimes de protection sociale se saisissent de la transition démographique. Alors, il y a quelques phénomènes marquants que l'on peut citer lorsqu'on aborde cette thématique. C'est notamment, le développement, du nombre de salariés aidants. Donc ça rejoint aussi ce que on disait tout à l'heure sur le HDS et aidance. Donc le nombre du développement du nombre de salariés aidants, la prise en compte de la parentalité, notamment lors de l'arrivée de l'enfant, mais pas que. Ça peut, être aussi, ensuite, hein, sur, une fois que l'enfant est arrivé et quelles propositions et quelles, réflexions on peut avoir. Ça peut être aussi, autour de, la prise en compte de familles monoparentales. Donc, souvent assumées par, des mères dont beaucoup se trouvent en situation de précarité. Ça peut être aussi des enjeux liés à la pénibilité des métiers et à l'usure professionnelle, notamment, et pas que, mais ça peut concerner les salariés seniors ou en fin de carrière, qui sont exposés, qui présentent un risque élevé de désinsertion, professionnelle. Donc, aborder et intégrer dans nos réflexions, protection sociale, dialogue social, attractivité, c'est aussi intégrer ces transitions démographiques. J'espère que j'ai tenu les délais. Merci, Isabelle. Je ne sais pas, sachant que vous devez aussi partir et qu'on va essayer de respecter le timing, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à cette première intervention aussi? Donc plutôt en fait effectivement sur la partie branche et dialogue social et sécurité sociale, pardon, protection sociale, sachant que Jean-Yves Le Breton va pouvoir aller plus loin en fait dans la réflexion. Et profitez de sa présence si vous avez des questions. Ah, je salue Patrick Julien, qui est parmi nous. Oui, Patrick, elle nous a Tu peux rejoint. prendre le relais si vous avez des questions une fois que je suis partie. Exactement, c'est Très vrai. bien, je le ferai avec plaisir. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci Isabelle pour votre intervention Merci et à vous. votre temps. Désolée de vous quitter aussi rapidement. Pas de problème. Merci d'avoir pu venir. Au Et plaisir. n'hésitez pas, donc s'il y a d'autres questions et si jamais on peut aussi vous les faire remonter sans problème. Et pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus aussi sur les employeurs engagés, je pourrais vous transmettre ces informations-là. Du coup, je passe la parole à Jean-Yves Le Breton de Harmonie Mutuelle. La parole est à vous. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Alors après, je vais essayer de rebondir après cette intervention de qualité qui nous a fait un tour d'horizon global sur les enjeux aussi de la protection sociale et le dialogue social.
Juste avant de commencer, moi, en fait, comme on n'est pas trop nombreux, j'aurais aimé juste que tout le monde puisse se présenter. Ça permet de savoir, parce qu'en Teams, moi, je suis pas fan, mais là, c'est mieux. Comme ça, aujourd'hui, c'était plus pratique, savoir un petit peu aussi qui est autour de l'écran, si on peut dire. Ce serait plus sympa, je pense, pour tout le monde. Alors, qui veut commencer, peut-être? Allez, je démarre si vous voulez, ce sera fait. Bonjour à toutes et tous, et merci aussi de l'invitation. Donc moi, je suis Damien Leduc, je suis chargé de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de Bretagne. Je veux bien poursuivre si vous m'entendez. Donc Frédéric Balavoine, je suis chargé de mission régionale sur les relations institutionnelles et puis l'économie sociale et solidaire. Voilà, je siège aussi au CA de la CRES Bretagne. Bonjour, Yann Coupeau, chargé des relations partenaires pour le groupe Vive sur la Bretagne. Désolé, je suis dans ma voiture, donc compliqué de gérer avec la caméra. Bonjour, moi je suis Anne Potrel, je suis chargée de mission à la CRES Bretagne sur la qualité de l'emploi dans l'ESS. Bonjour, je prends la suite de Anne si vous m'entendez. Je suis Roman Marcignac et je travaille au pôle ESS du Pays Doré sur la qualité de l'emploi dans l'ESS également. Bonjour, donc Patrick Julien, je suis le responsable des relations sociales à l'UDES à Paris. Bonjour, Bruno Ruellan, je représente la CFTC Bretagne à l'espace régional du dialogue social de Bretagne avec l'UDES. Et je siège également aussi au comité de pilotage à la CRES pour la qualité de l'emploi. Et par ailleurs, je travaille chez Harmonie Mutuelle à Rennes, où je suis basé, où j'exerce d'ailleurs des mandats syndicaux au sein d'Harmonie Mutuelle et du groupe Vive. Bonjour, je suis Joseph Kowaleski, je fais partie de la CFE-CGC et je représente le syndicat au niveau d'UDES Bretagne. Bonjour, Emmanuel Panis, directeur général association Arras, et moi je représente l'UDES à l'ODDS 35. Je pense que tout le monde s'est présenté. Merci, en tout cas. Il y avait Non. Georges Thomas qui était qui est en message, président du comité régional sport pour tous, avec 15 employés. Et si je ne me trompe pas, Georges, il y avait une mise en place d'un CSE récente, je crois. Ok, très bien, très intéressant. Et Georges, on ne peut pas l'entendre, mais il écrit, c'est ça. Bon. Voilà, exactement. C'est pas mal. On ne peut pas déjà avoir des fois le son et l'image en même temps, ça dépend. Eh bien, merci en tout cas pour cette petite présentation. Ça permet de savoir aussi qui est autour de l'écran, pas de la table, mais de l'écran. Donc moi, c'est Jean-Yves Le Breton. Déjà, merci Anna pour l'organisation de cette matinale sur un sujet, comme tu le sais, qui me porte, qui m'anime. Donc merci en tout cas pour la confiance, et je vais essayer d'apporter des éléments un peu plus pragmatiques et pour vous nourrir et vous aider sur ce fameux sujet, la protection sociale comme levier de dialogue social. Donc moi, j'ai travaillé au groupe V, je travaille aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle sur le marché entreprise. Donc ce que je vous dis là, je le mets en place au quotidien quand on va, et Bruno le sait, je le mets en place au quotidien dans les entreprises adhérentes, dans les entreprises prospects, pour porter haut et fort alors l'ESS, mais pas que, puisqu'on n'a pas que des entreprises ESS. Et je trouvais très intéressant d'ailleurs l'intervention tout à l'heure, quand elle disait, notamment sur le dialogue social et l'attractivité, comment différencier aujourd'hui le modèle ESS des autres entreprises. Eh bien, c'est pas toujours facile dans les structures associatives. Alors, on a un président là, d'un comité des sports avec 15 salariés qui a créé un CSE, donc bravo pour ça. Mais c'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup d'entreprises modèles classiques. Je rappelle toujours que l'entreprise s'installe pour gagner de l'argent. Une association, c'est un but un peu plus sociétal, et normalement, voilà, si on veut gagner de l'argent, normalement, on crée une entreprise, on ne crée pas une association. Ça, je le rappelle tout le temps. Alors, des fois, il y a des choses qui se mélangent.
Il y a du mouvement aussi associatif des fois où ils parlent plus d'argent que de mission sociale ou sociétale. Donc voilà, l'entreprise est là pour gagner de l'argent à la base, mais pas que. Et aujourd'hui, vous avez vu dans les différents statuts, les entreprises à mission. Donc les Français peuvent mélanger des fois l'ESS, qui est ça dans son ADN, et une entreprise classique, et notamment les salariés, les jeunes salariés qui cherchent du sens, qui disent bah, avant c'était l'ESS où je vais chercher, maintenant ils peuvent aller dans une entreprise classique avec des actionnaires et du capital, mais qui font aussi des bonnes actions, qui font des fondations, qui sont acteurs sur le territoire et qui sont entreprises à mission, avec une raison d'être. Donc, et de plus en plus, vous voyez des entreprises à mission, des entreprises capitalistiques et qui font pas mal de choses et qui viennent un peu secouer notre modèle ESS, que vous connaissez bien, tous autour de la table, et qui avant faisait l'attractivité, la différence. Je vais plutôt travailler dans une structure ESS avec du dialogue social de qualité, parce que l'ESS, normalement, c'est les bons élèves, puisqu'on est censé montrer l'exemple, et notamment sur la protection sociale. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises, puisqu'on a beaucoup de secteurs ESS. On parlait tout à l'heure aussi de recommandations de branches, notamment dans la prévoyance. Alors nous, Harmonie Mutuelle, alors, on est recommandé à plus de 80%. Et aujourd'hui, la recommandation, c'est une mutualisation obligatoire. Elle l'a très bien. C'est une mutualisation qui est importante, mais pas obligatoire. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui ou les structures de l'ESS, et on a beaucoup de structures de l'ESS, en santé, elle l'a rappelé, qui ne sont plus forcément attirés par la recommandation de branche, qui pose un vrai problème de mutualisation. Voilà. Et donc, les collègues de la MGN qui est là connaissent ça mieux que moi, puisqu'il y a aussi en ce moment des enjeux sur la protection sociale dans la fonction publique, avec un problème de mutualisation voilà. Donc c'est un vrai sujet. Donc, pour venir au sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir, donc merci Anna de ta confiance, j'espère que je vais être digne de ta confiance. Sujet aujourd'hui, comment la protection sociale peut être un levier de dialogue social. Donc, dans les structures notamment ESS, dans les structures associatives, dans les structures médico-sociales, l'ESS c'est très large. Et donc, pour voir ce sujet, je vais déjà vous rappeler, alors je vais essayer de projeter un support, vous allez me dire si vous le voyez. Je vais vous rappeler d'abord dans quel contexte on est, ça veut dire pourquoi aujourd'hui ce sujet peut être un vrai sujet de dialogue social et inciter aussi les structures ESS à s'en occuper, puisque aujourd'hui, malheureusement, je dirais que ce soit l'ESS ou pas l'ESS, la protection sociale aujourd'hui est devenue uniquement un sujet réglementaire et non pas un sujet de dialogue social. On le voit dans beaucoup de structures. Alors, je vais projeter et pour des raisons que je vais vous rappeler. Et donc, on va voir après quel levier et comment vous pouvez aujourd'hui essayer d'en refaire ou d'en faire ou de l'optimiser un sujet de dialogue social et d'attractivité ou d'avantages sociaux ou de progrès social, j'appelle ça. Est-ce que vous voyez le support? C'est bon pour... Et n'hésitez pas, comme on n'est pas trop nombreux, à intervenir, puisque autour de la table, vous avez quand même des experts aussi là sur le sujet de l'ESS, et je pense sur ce sujet aussi. Donc, je ne suis pas le seul à pouvoir intervenir, mais ce serait intéressant que vous me donniez votre avis. Anna, oui. Support. Non, c'est bon. Juste pour dire que vous voyez très bien le support. Merci Jean-Yves. Ouais. Et puis, oui, effectivement, n'hésitez pas à intervenir. Oui. Donc, juste pour vous rappeler, justement, pour ce vrai sujet qui m'anime et qui est aujourd'hui un vrai enjeu dans nos structures, et la différenciation, comment attirer des salariés aujourd'hui dans une structure ESS plutôt qu'une entreprise classique, ou tout simplement attirer, voilà, et donc l'attractivité, la protection sociale, je rappelle souvent, Yann Coupeau qui est là présent le sait aussi, je rappelle souvent que la protection sociale, c'est un sujet aussi, il y a des syndicats autour de la table, c'est un sujet du syndicalisme. C'est un sujet aussi de dialogue social, mais aussi du rôle des syndicats et donc du CSE. Et dans le code du travail, on le verra après, le CSE est obligatoirement consulté sur ces sujets-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de structures où les CSE sont complètement écartés de ce sujet, alors que c'est un sujet où normalement l'employeur et les représentants de salariés sont d'accord. Ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises, mais là, typiquement, ce sujet, normalement, vous êtes d'accord. Vous voulez la meilleure protection possible, le coût le plus bas possible, et des services qui fonctionnent avec et le choix derrière d'opérateurs, si possible, notamment dans l'ESS, qui ont du sens et qui vont pouvoir accompagner les salariés aussi dans un impact sociétal. Et sans parler, elle l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, l'enjeu RSE qui est important, elle a parlé aussi de transition démographique, moi je dirais aussi de transition écologique.
Donc, dans quel contexte on est aujourd'hui et pourquoi il faut que les structures, donc dans le cadre de dialogue social, CSE ou syndicat si vous en avez, pourquoi il faut qu'ils reprennent en main ce sujet dans le cadre du dialogue social? Tout d'abord parce que, ça vous le savez comme moi, vous suffit d'allumer la télé, de regarder les journaux, lire les journaux au quotidien, vous entendez le Premier ministre, il y a un problème de déficit public, il y a un problème de financement, de loi de financement sécurité sociale, et donc on est dans un contexte très tendu économiquement avec des déficits publics importants. Et vous le voyez, eh bien, le gouvernement aujourd'hui est en train d'envisager des économies où aller chercher de l'argent, où il y en a, notamment sur notre modèle de protection sociale et sur les organismes complémentaires. Je parle notamment des organismes complémentaires, les mutuelles. Je ne vais pas rentrer dans le débat et dans le sujet des différents acteurs qui font de la santé aujourd'hui, que ce soit des banques, des assureurs, des institutions de prévoyance ou des mutuelles. Mais aujourd'hui, on parle d'organismes complémentaires au global. Donc 2023 a été une année complexe et 2024 s'annonce encore plus complexe au niveau protection sociale, avec 3 points à retenir ce matin et qui va nous amener vers pourquoi il faut renforcer le dialogue social et sur la protection sociale. 1, transfert de charges important, vous le voyez si vous écoutez un peu les journalistes, transfert de la Sécu vers les organismes complémentaires. Vous avez vu sur le dentaire en fin d'année, 70% vers des remboursements de 70 à 60. Donc, ce sont les entreprises aujourd'hui, en tout cas dans le secteur privé, alors entreprises, associations, structures ESS ou pas ESS, ça peu importe, tous ceux qui ont un contrat collectif, comme l'a rappelé tout à l'heure l'intervenante, obligatoire, sont les entreprises qui vont devoir supporter cette charge, puisque les organismes complémentaires vont devoir, et vous l'avez vu cette année, une augmentation importante du coût de la santé et du coût des cotisations. Donc, transfert de charges sur certains postes de régime obligatoire vers régime complémentaire, c'est que le début. Malheureusement, j'aimerais être plus optimiste, mais c'est que le début. Deuxième point important, une inflation suscitée par la hausse des tarifs hospitaliers et les renégociations des conventions médicales paramédicales, ce qui est logique. Les professionnels de santé, alors que ce soit l'hôpital, que ce soit les médecins, que ce soit les kinés, que ce soit le transport médical, ils ont tous demandé des revalorisations et ils ont tous obtenu des revalorisations. Donc, revalorisation des prix et des tarifs veut dire plus de reste à charge pour les Français, ou une prise en charge plus importante de la Sécu ou des complémentaires. Et là, des remboursements de la Sécu veut dire complémentaire, veut dire donc cotisation des salariés et cotisation des employeurs. Je rappelle que notre système, c'est le bulletin de salaire, la sécurité sociale, c'est d'abord nos cotisations sociales, salariés et employeurs. Et ensuite, c'est le régime complémentaire, c'est les cotisations aujourd'hui des entreprises pour les salariés et les employeurs sur les contrats obligatoires. Donc, troisième point, une hausse importante de la fréquence de consommation sur la quasi-totalité des postes de soins. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, depuis le Covid, on pensait qu'après le Covid, il y avait une hausse logique puisque les Français n'ont pas pu se soigner pendant plusieurs mois. Sauf que depuis, il n'y a pas de baisse et au contraire, ça continue d'augmenter. Les Français sont de plus en plus à avoir recours aux soins. Tous les postes, hospitalisation, kiné, médicaments, ça explose en France. Ça veut dire que, les Français vont pas bien, notamment sur le poste santé mentale, puisqu'il y a aussi un vrai sujet santé mentale des jeunes. On en reparle actuellement si vous écoutez un peu avec c'est un autre sujet, mais la violence, etc. Mais tout ça, c'est lié. Donc, avec une hausse, ça veut dire que les Français ont besoin d'accéder aux soins, mais avec ces 3 points-là, ça veut dire la consommation médicale qui continue d'augmenter, une inflation des prix et un transfert de charges, c'est pas de bon augure pour, je dirais, les cotisations et donc le coût de la santé qui va continuer d'augmenter en France. Le coût de la santé, prévoyance, je parle protection sociale. Et donc, une fois qu'on dit ça, c'est pas de tout dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, on prend une assurance. Non. Qu'est-ce qu'on fait en amont et comment les entreprises aujourd'hui, les structures qui sont employeurs, doivent s'occuper de ce sujet pour, faire de la qualité de vie au travail, donc essayer d'agir en amont sur la santé, tout à l'heure ça a été rappelé, et deuxième point, pour piloter ces régimes de protection sociale, parce que, et donc en faire un vrai levier aussi de différenciation, ça veut dire on veut attirer des salariés, on veut garder des salariés dans les structures ESS, eh bien comment je fais aujourd'hui, au-delà du salaire, qui ne sont pas souvent les plus importants dans l'ESS par rapport aux structures privées, comment je fais d'un progrès social de la protection sociale un vrai levier, puisque vous voyez, les Français vont devoir mettre de plus en plus la main à la poche pour se soigner. Donc,
ce sujet, il doit être vu aussi dans un cadre de dialogue social par les organisations syndicales, par le CSE, et en plus dans une approche responsable, sociétale, RSE, parce que tout ça, c'est lié avec la transition démographique, la transition écologique, et la qualité du dialogue social qui rentre dans, aujourd'hui, si vous avez des démarches RSE, je rappelle qu'il y a des notations, des labels, et la qualité du dialogue social est un élément important des labels RSE. Voilà, donc ça, c'est important de le rappeler en préambule, puisque aujourd'hui, alors vous avez le détail après, mais là, je vous ai fait les trois points importants. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Si je vous enverrai le support après, hein, Anna, tu pourras le diffuser. L'inflation sur les différents postes avec les conséquences sur les cotisations, les conséquences sur les complémentaires, les conséquences sur les entreprises. C'est employeurs salariés, hein, là je parle l'ensemble. C'est que le début, avec les prévisions de la mutualité française, hein, sur les dépenses de santé additionnelles pour les organismes complémentaires, donc sur les adhérents. Alors, je parle là d'entreprise plus parce qu'on parle de contrat collectif, mais les cotisations pour ceux qui sont en contrat individuel, alors notamment les retraités aujourd'hui, où c'est un vrai sujet en France sur l'accès aux soins. Parce que le coût de la santé aujourd'hui, et ce n'est pas ceux qui consomment le plus, contrairement à ce qu'on peut dire, mais c'est un vrai sujet sur les cotisations pour les retraités. Et le collègue de l'MGN pourrait d'ailleurs intervenir là-dessus aussi, parce qu'ils connaissent bien le sujet. Donc, et on parlait des aidants tout à l'heure, tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas traités en France et avec un vrai problème d'accès aux soins en fonction de notre statut social en France, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit salarié de droit privé, qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité. On n'a pas le même accès aux soins puisqu'on n'a pas les mêmes contrats de complémentaires. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, plus d'1 milliard d'euros prévus en 2024, des nouvelles mesures, suite aux nouvelles mesures, qu'il va falloir supporter. Et donc, c'était un sujet, la protection sociale, mais ça devient encore plus un sujet, puisque les Français étaient habitués à donner leur carte de tiers payant sans se demander combien ça coûtait, sauf qu'aujourd'hui, ils vont avoir de plus en plus de reste à charge. Et ce n'est pas le dentiste, quand vous allez chez le dentiste, lui, il va vous dire, ah faut changer de mutuelle. On n'est pas dans un système assurantiel, la santé n'est pas une assurance comme les autres. On a le système de protection sociale universelle et solidaire qui aujourd'hui est défendu par certains acteurs comme ceux qui sont autour de la table, mais que d'autres économistes ou politiques veulent supprimer dans un esprit plus libéral pour dire, voilà, ce qui nous coûte cher aujourd'hui sur nos cotisations sociales, c'est les cotisations justement sociales, protection sociale. Si on libéralise un peu plus, si on fait de l'individualisation, on aura moins de charges patronales et moins de charges salariales, donc plus de pouvoir d'achat, puisqu'en ce moment, c'est le vrai sujet, le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le... Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça ou je peux continuer? Certains d'entre vous, peut-être, si vous voulez rebondir ou si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous n'avez le droit de pas être d'accord, je ne détiens pas la vérité, je vous fais un constat. C'est très clair en tout cas, pour Oui. ma part qui suis quand même un peu novice malgré tout dans le sujet. Je sais pas. Ah, il y a Joseph qui veut parler. Oui, je n'entends pas, Joseph. On vous entend pas, votre micro est coupé, Joseph. Oui, c'est le problème de nos politiques, hein. On nous avait promis que l'optique coût zéro et que les prothèses auditives coût zéro, ça n'allait pas avoir d'impact sur les mutuelles, alors qu'il fallait être fou pour savoir que ça n'allait pas avoir d'impact. Et quand on voit le gâchis dans les prothèses auditives, où on met du bas de gamme qui ne sert pratiquement à rien ou qui sont tout de suite abîmés ou vétustes, et ça coûte une fortune à la société, et on ne va pas solutionner le problème. Pour autant, aujourd'hui, la décision est prise, mais aujourd'hui, on en paye les conséquences, et c'est tous les assurés qui en payent la conséquence. Parce qu'aujourd'hui, avec 2 ans ou 3 ans de recul, on se rend compte qu'effectivement, ce sont les mutuelles et donc les cotisants qui vont payer la différence. Tout à fait. Et ça, c'était une promesse électorale dans le programme de notre président de la République, le 100% santé, qui est très vendeur, hein, comme on parle de grande sécu. En ce moment, il y a des débats sur la grande sécu. Voilà. Donc, c'est tout à fait vrai, hein, les réformes 100% santé. Alors, il faut savoir par contre que la réforme 100% santé est quand même un avantage pour beaucoup de Français qui n'accédaient pas aux soins et qui aujourd'hui n'ont pas de reste à charge. Donc, c'était aussi une population qui avait besoin. Mais la conséquence, c'est que c'est les complémentaires et donc les Français et les adhérents des différents contrats qui payent. Donc, c'est un transfert de charge, hein. C'est toujours l'adhérent qui finance derrière.
Donc, juste un rappel, parce que quand on parle d'attractivité, de dialogue social, juste un rappel réglementaire pour notamment les structures qui sont présentes là et qui, notamment, je pense au comité du sport avec les salariés et qui vient de mettre en place un CSE. Il y a un sujet aussi qui est réglementaire, là, ils viennent de le sortir, sur le partage de la valeur, rapidement, quand on parle de dialogue social, d'attractivité. Vous avez vu là, le gouvernement, ça vient d'être mis en place et ça va être obligatoire pour compter du 1er janvier pour les structures alors associatives ou privées, peu importe, entre les entreprises de 11 à 49, ayant réalisé un bénéfice net fiscal. Donc, il faut réaliser du bénéfice. Donc après, ça c'est une autre question, est-ce que les structures ESS sont habilitées et sont l'objectif est qu'on doit réaliser du bénéfice et le bénéfice normalement est réinjecté au service des adhérents dans les structures ESS. Mais voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit bien la démarche du gouvernement et dans le dialogue social, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est pour récompenser les salariés, c'est la fameuse partage de la valeur. Ça veut dire si l'entreprise doit mettre en place aujourd'hui pour les structures jusqu'à 50 salariés un système de partage de la valeur sous forme d'intéressement, participation, abonnement ou prime partage de la valeur. Les salariés pourront épargner ces primes dans un plan épargne d'entreprise. Ils veulent aller vraiment là-dessus. C'est lié aussi à la réforme de la retraite, il ne faut pas l'oublier. Mais ils rendent obligatoire pour les entreprises de 11 à 50 salariés. Quand on parle d'entreprise, ce n'est pas lié au statut, les associations vont être aussi dans ce même cadre obligatoire. Donc, à condition de réaliser un bénéfice, ça doit être réaliser un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'obligation. Et donc voilà, ça c'est un rappel réglementaire puisque c'est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Donc là, c'est un sujet dans les entreprises, dans les TPE, PME, puisqu'ils vont tous se mettre autour de la table. Et donc là, c'est un sujet du CSE, puisqu'il ne faut pas que l'employeur le décide seul. C'est aussi un sujet de valorisation, de dialogue social, d'attractivité, comment on met ça en place et comment le CSE peut être incorporé dans tout ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette réforme, mais en tout cas, ça va prendre un peu de sujet dans les PME. Donc, rapidement, sur le constat, la prévoyance collective, qu'on parlait de santé, et Madame tout à l'heure a bien présenté tout ça. La prévoyance, comme elle a dit, dans l'ESS, c'est plus de 80% des branches, enfin des entreprises qui suivent les recommandations de branches. Mais il faut savoir que la prévoyance, et ça c'est une problématique en France, il y a de plus en plus d'arrêts de travail, un taux d'absentéisme qui a explosé et qui continue d'augmenter. Donc là, ça pose un vrai sujet de prévention, de qualité de vie au travail, de santé au travail, et donc de dialogue social, parce que le CSE, pour ceux qui viennent de le créer, il y a une commission très importante au sein du CSE qui s'appelle la CSSCT, Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail. Les collègues de l'ARACT là sont très au courant de tout ça, puisque l'ARACT accompagne beaucoup d'entreprises sur tous ces sujets de QVCT. C'est quand même, je connais bien l'ARACT et vous avez des travaux de qualité. Donc, c'est des sujets aussi, quand on parle de CSE, de dialogue social, attractivité, c'est pas le tout d'avoir un assureur qui va dire on va porter en cas d'accident de travail ou d'arrêt de travail, c'est comment on agit en amont. En sachant que vous avez vu justement l'actualité, je ne sais pas si mon support ne déroule plus, voilà, ça je passe, voilà, les différents facteurs aussi en ce moment d'absentéisme au travail, le stress, l'épuisement, les TMS, le vieillissement de la population active. Et avec la réforme de la retraite, ça ne va pas s'améliorer. Si on travaille plus longtemps, on est sujet peut-être à plus de problèmes, notamment dans certains métiers. Donc le report de l'âge de la retraite risque de… Voilà. Et donc pour finir sur ce constat, juste un rappel sur les débats actuels, puisque je parlais d'absentéisme et d'accident ou d'arrêt de travail. Vous avez vu les pistes de réflexion au Sénat. Il y a eu une enquête au niveau du Sénat avec différents rapports qui ont été rendus, qui vont conditionner le projet de loi de finances 2025. Donc, comme je vous disais, ça ne va pas forcément s'améliorer, notamment sur les arrêts de travail. Ils sont en train de réfléchir pour allonger le délai de carence. Donc, la sécurité sociale, aujourd'hui, en cas d'arrêt de travail, le délai de carence est de 4 jours. Ils voudraient le doubler, passer à 8. Donc, sans possibilité, le patronat plaide plutôt pour l'instauration de jours de carence d'ordre public. Ça veut dire que les mutuelles, les assurances ou autres ne pourront pas prendre en charge ce délai de carence. Donc, on voit bien sur quoi ils veulent aller. Ça veut dire que les Français devront rester 8 jours sans pouvoir… ça, c'est pour les petits arrêts. Et les grands arrêts, il y a d'autres débats. Et puis aussi, vous avez entendu parler dans les médias de projets de réforme des ALD où ils ne veulent plus prendre en charge à 100%. Ils cherchent de l'argent. La taxe lapin sur les rendez-vous non honorés. Donc,
On est sur un climat économique tendu avec des projets de loi de financement de sécurité sociale déjà 2025 qui s'annoncent drastiques avec un report de charges sur les complémentaires et sur les Français. D'où, voilà, donc ça c'est le constat. Désolé, c'est pas toujours positif, mais c'est juste les faits actuels. D'où la question et le sujet de ce matin pour dialogue social, enfin le sujet de protection sociale, le levier de dialogue social. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important aussi dans l'ESS qui normalement doit montrer le modèle, dans les petites structures, puisque Anna, hein, tu m'as rappelé que c'est aussi un des objectifs de l'UDES aujourd'hui, d'inciter le dialogue social, notamment la mise en place de CSE dans les structures où c'est obligatoire, mais le CSE a un rôle important. Et donc aujourd'hui, ce sujet, par rapport à ce constat qui vient d'être fait, eh bien, comment vous faites de vous passer d'une obligation réglementaire en santé, notamment, prévoyance, à un vrai avantage et un vrai progrès social? Alors, Jean-Yves, Oui. je t'arrête juste, il y a une intervention de Joseph. Je ne sais pas si c'est sur Oui. le sujet qui était juste avant ou pas. D'accord. D'accord. Moi, je ne vois pas les mains levées, c'est pour Oui, ça qu'il c'est faut pour ça m'arrêter. que. Oui. Oui, par rapport aux arrêts de travail, là, j'ai lu un article il y a 2-3 jours du syndicat. Le vrai problème aujourd'hui dans les arrêts de travail, c'est qu'il n'y a pas plus d'arrêts de travail, mais c'est la durée qui commence à prendre des proportions inquiétantes. Oui. Parce que les arrêts ça augmente entre 30 et 50% C'est vrai. en durée. Ce n'est pas le nombre d'arrêts en lui-même, c'est la durée qui prend des proportions hyper dangereuses. Donc, il y aura peut-être une chasse entre guillemets au gaspillage par rapport à ça, parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Sauf que là, dans les projets du gouvernement, ils parlent d'augmenter les délais de carence pour les petits arrêts. Donc, ce qui n'est pas cohérent s'il n'y a pas plus d'arrêts, mais que c'est les arrêts qui durent plus longtemps. Là, ils veulent ne pas indemniser la Sécu aujourd'hui, c'est 4e jour, 50%, et là, ils passeraient à 8 jours. Donc, bon, à voir, mais en tout cas, le contexte est dans un contexte vraiment de recherche d'argent, et notamment sur la protection sociale. C'est ça qui est plus, qui est plus inquiétant. Donc, aujourd'hui, le dialogue social, ça vous êtes tous convaincus comme moi, c'est le moyen, je ne dirais pas un moyen, mais je dirais le moyen aujourd'hui de faire du progrès social, d'intéresser les salariés, l'attractivité, la qualité du dialogue social. Et donc sur les sujets de protection sociale, moi alors c'est un constat aussi hein, que je vous fais pour tourner dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, les CSE, les organisations syndicales, ce sujet, ils le connaissent moins, alors que je rappelle que c'est l'histoire du syndicalisme, hein, la protection sociale, l'histoire de la sécurité sociale et des avantages sociaux. Ils le connaissent moins. Et les DRH, quand c'est des structures un peu plus importantes, souvent disent que c'est compliqué. Du coup, bon, c'est un sujet qu'ils maîtrisent moins. Sauf qu'on voit bien par rapport au constat que je viens de vous faire, il va bien falloir que ça devienne un vrai avantage et non pas une contrainte réglementaire. Non pas je dois mettre en place un contrat, bon, on va faire ça, mais en gros, ça nous embête, pour rester poli. Surtout que depuis maintenant les ordonnances Macron, vous avez sous les yeux le texte, il y a des blocs de négociation qui ont été prévus, hein, ça pour le secteur privé, je rappelle bien pour le secteur privé, là, mais l'ESS fait partie, avec des blocs sur le deuxième bloc, vous voyez, égalité professionnelle, qualité de vie au travail. Dans ce bloc, vous avez des sujets que vous connaissez, qui sont des sujets portés par l'ESS depuis des années, c'est l'ADN, égalité femmes-hommes, articulation vie pro-vie perso. Donc, l'ARACT connaît bien tous ces sujets parce que c'est ce que vous accompagnez les entreprises au quotidien hein, dans l'accord QVCT qui a été revu il y a peu. Mais ça fait partie des négociations. Et dans ce bloc, vous avez un sujet quand même qui là nous parle, protection sociale complémentaire des salariés, prévoyance et santé. Ça veut dire que on ne peut pas faire du dialogue social de qualité, on ne peut pas faire de la désaccord QVCT si au certain moment autour de la table, il n'y a pas ce sujet de protection sociale collective qui vient en dialogue social. Aujourd'hui, dans beaucoup de TPE, PME, c'est l'employeur seul qui fait. Alors, quand vous n'avez pas de représentant du personnel, c'est logique, mais quand vous avez un CSE que vous avez mis en place, etc., intéressez-les, formez-les sur ce sujet pour qu'ils soient acteurs, puisque c'est le seul sujet dans une entreprise, notamment en santé, où le salarié paie la moitié. Je rappelle que c'est 50% de cotisation salariée, 50% de cotisation employeur.
dans le secteur privé. Donc, à partir du moment où le salarié cotise, il est plus qu'intéressé. Sur son bulletin de salaire, il a une cotisation. Donc, il a envie normalement de dire, bon, non seulement il a envie parce qu'il paye, mais en plus, vu le contexte, comme je vous ai rappelé, il va commencer à regarder dans les entreprises, si je travaille à la Ligue de foot de Bretagne, ou si je travaille au comité des sports, ou si je travaille chez Harmonie Mutuelle ou une autre structure ESS, j'ai le salaire, mais à côté, quels sont mes avantages sociaux que je peux avoir, et notamment l'accès aux soins aujourd'hui qui me coûte de plus en plus cher. Donc, ce n'est pas uniquement un sujet de l'employeur, c'est bien un sujet de dialogue social, de progrès social, sur lesquels le CSE a une vraie plus-value, puisque c'est le CSE qui représente aussi les salariés et qui doit s'emparer de ce sujet. Et qui fait partie des négos obligatoires. Et je vous dis qui est un sujet, normalement, où tout le monde est d'accord. Donc, en plus, après, il y a le choix de l'organisme. C'est aussi un sujet, hein, une mutuelle, un assureur. Et ça, c'est des choses qu'il faut former. Donc, maintenant, ma question, alors, l'ARACT est autour de la table, j'en profite. Est-ce que, au niveau de l'accompagnement de vos entreprises à l'ARACT, est-ce que ce sujet protection sociale vient dans les échanges ou les débats quand vous pouvez accompagner, faire du conseil auprès des entreprises? Alors, pour répondre très et sûrement trop rapidement à la question, mais parce que ça nécessiterait un développement un peu long, mais nous, on n'est pas sur ce type d'objet à proprement parler. Quand on entre sur les sujets QVCT au sens assez large, nous, on rentre par les questions de travail et de conditions de réalisation du travail. Donc, nous, on va plutôt promouvoir, mais pas pour les distinguer ou les discriminer ou leur donner une valeur à proprement parler, mais nous, on va rentrer plutôt sur des questions d'amélioration des conditions de travail. Donc, être plutôt sur des sujets organisation des temps de travail, aménagement des temps de travail. Vous avez parlé tout à l'heure de prévention de l'usure professionnelle, de la désinsertion professionnelle, du maintien en compétences, enfin voilà, d'un certain nombre de choses. Et quand on va nous accompagner ce qu'on appelle nous la qualité du dialogue social, on va travailler sur les processus, sur la qualité des relations et sur la maîtrise des contenus. Et si un des sujets relève par exemple de la protection sociale, et c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant, et merci en tout cas pour ce panorama un peu comme Anna, j'apprends beaucoup de choses parce que c'est pas mon socle expert. Alors nous, notre recommandation, c'est que l'entreprise, ou en tout cas les parties prenantes du dialogue social, se fassent accompagner, on va dire, sur cet objet, entre guillemets, de contenu à haut degré, alors d'enjeu, vous l'avez bien rappelé, mais aussi d'expertise, qui est pas à la nôtre. Donc nous, on va plutôt accompagner le processus pour bien accueillir l'objet qui peut être de protection sociale ou d'autres objets, alors notamment ceux qu'on a là sous les yeux. Mais voyez, nous, notre apport, il va plutôt être celui-là, et on ne va pas aller regarder directement, par exemple, un accord de protection sociale ou les contrats de protection sociale en vigueur, parce que ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre expertise, et à titre personnel, je serais bien incapable. Je suis capable de m'exprimer sur celui dont je bénéficie à la MAC, par exemple. C'est déjà bien. Ce que vous venez de dire, c'est déjà pas mal, et c'est un objet de dialogue social au sein de l'ANACT. Je pense que là, pour le coup, et c'est un beau sujet. Alors, en tant qu'ancien DRH, je connais aussi un peu ce sujet-là sous l'angle employeur. Mais vous voyez, on peut, nous, parfois, effectivement, pressentir qu'il y a un sujet de cette nature-là qui va être plutôt sur la qualité des conditions d'emploi, vous l'avez bien rappelé, hein, donc c'est l'attractivité côté qualité des conditions d'emploi, mais qui ne se suffisent pas, tout comme d'ailleurs ne travailler que sur la qualité des conditions de travail. C'est évidemment indispensable, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant non plus si à côté on n'a pas des conditions d'emploi qui sont favorables. On voit bien que les deux sujets, finalement, ils se parlent, ils sont distincts, il faut pouvoir les distinguer parce qu'ils ne se traitent pas, ne se travaillent pas, ne se composent pas de la même chose. Mais par contre, à un moment, forcément, il faut que ça se parle, et le dialogue social est le lieu où normalement on a les acteurs qui sont en capacité, en compétence et en tout cas en légitimité pour traiter ces sujets-là. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Alors, j'interviens en tant que maître du temps. Ça fait 1 heure, donc on est vraiment sur la limite. Je ne sais pas, on est au cœur aussi de la question, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Je ne sais pas, Jean-Yves, s'il y avait d'autres points importants pour aller droit au but, ou est-ce qu'il y a déjà des questions
Parmi les intervenants, si certains doivent déjà partir, n'hésitez pas dès maintenant peut-être à intervenir. Voilà, je vois que Frédéric souhaite intervenir. Je vous laisse la parole. Si c'est OK aussi, hein, évidemment, Jean-Yves. Oui, donc je voulais vous remercier pour cette initiative. C'était vraiment très intéressant et la qualité des interventions, et je partage tout à fait ce qu'a exprimé Jean-Yves. Donc voilà, je dois vous quitter pour une autre réunion. Voilà, c'était pour vous saluer et puis aussi insister sur ce qu'a dit Jean-Yves autour de la RSE et de la transition écologique, parce que je pense qu'on va aussi faire face à des nouveaux risques voilà, qu'il faudra prendre en charge, et puis bien sûr, ça implique aussi derrière des financements. Donc, c'est des sujets aussi dont les CSE doivent s'emparer, hein, la transition écologique. Et peut-être aussi rappeler que le dialogue social, ça peut commencer très tôt, et qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent accueillir des stagiaires, je pense notamment aux stagiaires de troisième ou aux stagiaires de seconde, et que le sujet de la protection sociale, on peut aussi l'aborder assez tôt avec les jeunes. J'ai eu, moi, l'occasion d'intervenir dans des lycées auprès de jeunes, et c'est des sujets qui les intéressent. Parce que c'est aussi leur avenir professionnel. Et je pense que c'est important aussi d'intégrer ces questions de dialogue social, de protection sociale, de revenir aussi aux fondamentaux, hein, de la création de la sécurité sociale. Et je pense qu'on peut aussi aborder, quand vous recevez des stagiaires ou des jeunes en entreprise, de très tôt les former aussi sur toutes ces questions-là. En tout cas, merci, bon week-end à vous, et puis voilà, un prochain webinaire, alors une prochaine matinée, en présentiel peut-être. Merci beaucoup Frédéric, et puis je vous Voilà. enverrai à tous les informations concernant les prochains webinaires et la formation action qui est animée par l'ARACT, justement pour la mise en place d'un CSE ou accompagnement des CSE, dont le dialogue social est un sujet, mais aussi toutes les composantes en fait dont la protection sociale est un sujet, et dont le dialogue social, voilà, qui aborde tous les aspects du dialogue social au sein des structures de 11 à 49 salariés. Et je voudrais juste ajouter, Anna, par rapport à ce que vient de dire Damien, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup justement de solutions pour l'attractivité, pour le dialogue social, et les entreprises, que ce soit l'ESS ou autres, ont tendance à aller mettre des solutions sans avoir construit la base, le socle. Et le socle, quand Anna a parlé d'organisation du travail, c'est vraiment, et l'ARACT fait ça très bien, mais c'est l'entreprise qui doit se saisir de ça. Des fois, on peut avoir tous les avantages sociaux qu'on veut dans l'entreprise, si l'organisation du travail à la base est le socle et le sens n'est pas là, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la protection sociale, on peut avoir le meilleur contrat du monde pour que les salariés accèdent aux soins, etc. Si la base, l'organisation du travail, ils ne verront pas ça comme un avantage. Ils diront, bon, ah, si, c'est bien, je suis bien couvert, ils ont fait du dialogue social de qualité. Donc, ils ont mis quelque chose, mais il y a quelque chose qui n'est pas à la base, parce que les salariés seront en difficulté, parce qu'ils auront trop de travail, il y aura de l'épuisement, il y aura du stress. Donc, l'organisation du travail est un facteur clé pour agir sur notre protection sociale. Si les salariés sont bien, il y a l'organisation qui va, il y a une vraie démocratie dans l'entreprise, il y a de l'écoute, il y a de la coopération, il y a de la qualité de vie au travail, eh bien, il y aura un impact sur la santé dans le bon sens. Ça veut dire que les coûts et les contrats de protection sociale coûteront moins cher. Et quand on parle du gouvernement qui veut transvaser, c'est aujourd'hui le rôle de l'entreprise et la qualité du dialogue social, il est dans ça. Donc, les acteurs, moi j'invite alors notamment là, les personnes qui sont présentes, hein, qui ont mis en place un CSE, qui ont mis. Voilà, donc là, j'invite vraiment à s'entourer aussi d'experts pour vous accompagner sur tout ça, parce que vous êtes dans des petites structures avec 15 salariés, par exemple. J'ai vu aussi les directeurs de l'ARAS, voilà, mais quand vous avez des structures comme ça, vous êtes au four et au moulin. Vous êtes DRH, vous êtes aussi vous êtes développeur, vous pouvez des fois pas tout faire. Donc, vous avez des experts là autour de la table, vous en avez, que ce soit l'UDES, que ce soit l'ARACT et autres, qui sont là pour vous accompagner, pour mettre tout ça et pas faire des fois tout trop vite ou tout à l'envers. Parce que vous pouvez dire, ah bah pourtant j'ai mis plein d'avantages sociaux, je ne comprends pas pourquoi mes salariés ne restent pas ou pourquoi je. Parce qu'il y a tout ce sujet, l'organisation du travail, qui est important et qui va donc agir sur les contrats de protection sociale, sur les arrêts de travail, sur tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter pour pas. Faut vraiment structurer ça. Merci. Je vois que Bruno a une question ou une intervention, et puis je voudrais rebondir là-dessus aussi après, si c'est possible. Oui, alors, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves, je vais te laisser rebondir, Anna, parce que en effet, c'est un sujet qu'on a évoqué hier en comité de pilotage à la CRES
Donc, c'est vrai que cette question d'organisation du travail, c'est un sujet de dialogue social, mais en effet, déjà de dialogue entre les salariés eux-mêmes, entre les salariés et l'employeur de la structure, etc. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on pareil, je pense que Damien connaît bien ça aussi, hein, c'est ce qu'on appelle la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Donc, ça, c'est vraiment l'étude du travail, voilà, et c'est ce qui crée en effet des tensions, des dysfonctions, enfin, et des difficultés pour la structure quand il y a ce décalage-là qui existe. Et voilà, ça, c'est un sujet en effet à traiter. C'était juste pour témoigner, comme je disais, moi, je suis à la CFTC Bretagne, et c'est vrai que dans les réunions interprofessionnelles dans lesquelles je peux participer au niveau de la CFTC, c'est vrai que bon, il y a aussi cette casquette de travailler dans la protection sociale et connaissant le sujet. Évidemment, moi, j'incite aussi tous mes collègues mandatés, élus, CSE, délégués syndicaux, CFTC, à se saisir de ces sujets-là dans leurs entreprises, ESS ou en dehors de l'ESS, parce qu'en effet, voilà, pour toutes les raisons qu'a rappelé Jean-Yves, sur le fait que c'est un sujet que les salariés doivent s'approprier ou se réapproprier, et notamment les représentants du personnel. J'étais aussi content d'entendre aussi quand Isabelle Lorenzi a parlé que l'UDES incitait ses adhérents employeurs à promouvoir également et à dialoguer avec les représentants du personnel et leurs salariés sur ces sujets de protection sociale, parce que c'est un vrai enjeu, parce que c'est vrai que pour échanger encore avec d'autres collègues CFTC ou même d'autres organisations syndicales d'ailleurs aussi, on a tous un peu le même problème au niveau interpro et au niveau intersyndical. C'est qu'il n'y a pas toujours les employeurs, en effet, à l'écoute aussi sur ces sujets-là. Hein, comme tu l'as dit aussi, Jean-Yves, je crois, c'est cette perception que, soit, en effet, c'est un coût, c'est une contrainte, donc voilà, c'est parfois aussi un sujet que l'employeur se dit, ben, c'est mon sujet à moi, parce que c'est moi qui finance le contrat, en fait, de l'assureur ou de la mutuelle, donc du coup, c'est moi que ça regarde. Et c'est vrai que parfois aussi, les représentants du personnel dans l'entreprise, dans la structure, ont du mal aussi à prendre leur place dans cette négociation et dans cette décision de quel régime on prend, quel assureur on prend, etc. Donc voilà, c'est vrai je pense qu'il y a des efforts de communication à faire des deux côtés. Les organisations patronales, en effet, pour inciter leurs employeurs à en faire un vrai enjeu de dialogue social, et les syndicats aussi eux-mêmes à aussi former leurs militants aussi pour aussi connaître ces dispositifs, en effet, rappeler les fondamentaux, l'historique. C'est vrai que la sécurité sociale, c'est notre bien commun à tous, c'est le paritarisme, même s'il a du plomb dans l'aile aujourd'hui, il existe encore, il faut le défendre à tout prix. Et voilà, donc c'est vraiment un sujet des employeurs et des salariés. Merci Bruno. Moi, j'avais juste une question peut-être plus terre à terre. C'est tout à l'heure, Jean-Yves, tu disais que la protection sociale, les DRH maîtrisent moins, connaissent moins en fait ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un besoin de former peut-être les salariés élus, représentants, mais aussi les DRH? Est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, un constat ou pas? Oui, c'est un. En fait, les DRH aujourd'hui, alors peut-être que Damien, en tant qu'ancien DRH, sera peut-être plus habilité que moi pour répondre. Moi, je n'ai pas été DRH, mais je les côtoie au quotidien. Les DRH aujourd'hui sont pris en étau entre la direction et les DAF. Parce que c'est des fonctions qui, avec tous les sujets d'entreprise et la recherche d'équilibre économique, quel que soit le modèle, hein, encore une fois, ESS, parce que l'ESS, on a beau être à but non lucratif, s'il n'y a plus l'argent suffisant pour faire tourner l'équilibre, comme je dis toujours, même l'association club de foot du quartier, s'il n'y a pas d'argent, on ne fait pas le tournoi. S'il n'y a pas de bénévoles aussi, parce que c'est ça le gros problème aussi, c'est que souvent on n'a plus de bénévoles. Donc voilà, donc c'est les DRH dans les structures aujourd'hui, alors que ce soit, on le voit aujourd'hui dans le médico-social, hein, à but non lucratif ou autre, ils ont une vraie problématique d'enjeu économique et ils se retrouvent confrontés malheureusement à des choix à faire, mais avec au-dessus d'eux une direction qui dit là, il faut la rentabilité parce que sinon on est dans la merde. Donc, le sujet de la protection sociale, malheureusement, passe à côté. Ça veut dire que ils ont un truc réglementaire, c'est fait, soit ils appliquent la convention collective et puis ils ne s'en soucient pas. Ils disent, bon, de toute façon, il y a la convention collective, ce qui est déjà bien, parce que c'est le socle et la base. Mais, ou alors, ils veulent trouver mieux parce qu'ils disent, bon, il faut qu'on en fasse un avantage social, sauf qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Et donc, c'est là souvent que aussi les syndicats, si eux s'en sont emparés, c'est un sujet où ils sont d'accord normalement. Et là, les syndicats, ils peuvent aussi être porteurs, ils peuvent être force de proposition, ils peuvent dire faites-nous confiance, nous, on va s'occuper du sujet, on va faire une commission. Ça, on le voit dans certaines entreprises, dans certaines structures.
Mais globalement, pour répondre à ta question, les DRH, il y a une baisse de niveau sur le sujet de la protection sociale, alors que ressources humaines, on parle bien de l'humain, et on parle bien de protection sociale de l'humain. Donc, formation, oui, je pense qu'il y a un vrai besoin, notamment dans l'ESS, de former les DRH, les structures. Ok, merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Quelles sont les expériences, Romane ou Damien? Peut-être pour compléter ce que vient de dire Jean-Yves, mais alors je change un tout petit peu de casquette en le disant comme ça, mais aussi en tant qu'ancien professeur à l'IEDREN, à l'IGR, donc auprès notamment, mais pas que, de futurs professionnels RH. C'est clairement pas un objet d'enseignement à proprement parler. C'est nommé parmi plein d'autres choses, mais les orientations, on va dire, d'enseignement ne sont pas sur ces dimensions, j'allais dire, un peu techniques, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que, et je trouve que, enfin, Bruno et Joseph le disaient bien, c'est mon point de vue, alors c'est presque plus un point de vue personnel, et d'ailleurs je pourrais presque aussi me faire ce propre reproche, mais il y a une profonde méconnaissance du système, au sens le plus noble qui soit. D'où ça vient, par qui c'est gouverné, quelles sont les logiques de flux, qui finance quoi. Ce que vous rappelez, Jean-Yves, c'est du 50-50, c'est-à-dire il y a la part employeur, la part salarié. Très honnêtement, pour faire parfois le test auprès de mes proches, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ont arrêté d'essayer de comprendre et se fient, alors ce qui est plutôt bien d'ailleurs, ils se fient à des accords qui sont conclus entre employeurs et acteurs, on va dire, du dialogue social. Alors ce qui est une bonne nouvelle au sens où voilà, je confie mon destin à des gens en qui j'ai confiance potentiellement, ou ce n'est pas mis en discussion à proprement parler, parce que je pense qu'il y a la compétence employeur, mais il y a aussi parfois la compétence côté représentant du personnel, hein, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est aussi à partir de constats. Et que, alors, est-ce que c'est de la formation? Je ne sais pas, c'est à minima de la bonne, entre guillemets, information. Et par exemple, le moment qu'on passe ensemble ce matin, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça peut être diffusé, déployé auprès d'organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, côté employeur, comme côté, je pense, organisation syndicale, d'ailleurs, hein. Ne serait-ce que d'avoir un cadre de référence connu, partagé, maîtrisé. Quitte à ce qu'après, la négociation donne lieu à ce que chacun sur la table mette ce qu'on peut être amené ou en droit d'en attendre. Mais moi, je pense que, enfin, c'est un point de vue, encore une fois, plus personnel, parce que c'est pas, l'ANAC n'agit pas sur ces questions-là directement. Mais moi, je pense que ça, c'est quand même assez central. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en capacité d'en parler et de faire de la pédagogie autour de ça. Et pour remettre les acteurs en capacité ensuite d'avoir des discussions de qualité, c'est-à-dire des bonnes négociations, parce qu'on parle de la même chose. Et là, je fais le lien avec nos interventions, on va dire anactiennes ou aractiennes, sur la question du dialogue social. C'est ça que parfois on peut pointer dans nos interventions, c'est à un moment donné de se dire, mais attention, vous ne pouvez pas aboutir à une bonne, j'allais dire, négociation, une saine négociation, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas de maîtrise du contenu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de parler de la même chose. Vous aurez beaucoup de mal à vous mettre d'accord sur un sujet que finalement vous ne maîtrisez pas, ou d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés d'ailleurs parfois, et ça peut par exemple être sur l'objet protection sociale, mais ça peut être sur plein d'autres sujets, on en croise d'autres, mais je suis assez d'accord, oui, je pense que là-dessus il faut maintenir l'effort de pédagogie. Merci Damien. Je reviens à mettre du temps, on a dépassé déjà de 15 minutes et c'est vrai qu'on essaye normalement d'être bien carré. Je remercie donc Georges, Thomas qui confirme en fait qu'il y a peu de compétences dans ce domaine. Romane, merci d'avoir pu être là, qui est encore là mais qui va bientôt partir. Et Joseph, je vous laisse intervenir rapidement, puis je pense qu'on pourra dire que c'est la fin de notre réunion, quitte à poser toutes vos questions et ne pas hésiter en fait à voir qu'est-ce qu'on peut faire sur une deuxième édition éventuellement. La dernière réforme là qui commence à m'énerver sérieusement, on a fait la réforme sur la clarté des bulletins de paye pour que les salariés soient au courant où va l'argent de leur salaire. Et ce qui est de la protection, ce qui est de ceci, ça coûte une fortune aux entreprises puisqu'on sait que ce qu'a coûté les interventions des boîtes informatiques pour chaque modification sur les bulletins de paye. Maintenant que les gens sont au courant, on nous dit qu'ils ne savent pas les lire. C'est le minimum du minimum de savoir où va l'argent de notre travail. Et personne ne parle aujourd'hui de ce scandale, de revenir en arrière où on ne prend qu'une ligne ou deux lignes où tout est mélangé.
pour noyer le bébé. Puis la deuxième chose aussi par rapport au DRH, moi j'étais pas DRH, mais j'avais une très bonne relation avec toutes les DRH. Quand j'ai commencé ma carrière, moi dans le service DRH, il y avait aussi une partie suivi de formation professionnelle. Au fur des années, tous ces secteurs-là ont disparu. C'est la DRH qui doit s'occuper de tout. Elle n'a plus de temps de recul. Entre le temps des recrutements qui prennent un temps fou, les turnovers, les arrêts maladie, les ceci, les cela, ils sont dans la routine, et ils n'ont aucun retrait. Et moi, j'étais dans une entreprise de 290 personnes. Et ils étaient 7 au service RH. Ce qui est affolant. Moi, dans la même structure, avec 250 personnes, il y a 10 ans, on était 3 au service RH. Donc, le problème des DRH, c'est qu'ils ne font plus leur métier parce qu'ils n'ont plus le recul. Un DRH, il est là pour réfléchir, pour proposer et préparer l'avenir. Aujourd'hui, comme la plupart des gens, ils travaillent le court terme. Et on est confronté à ce problème-là, je pense, dans beaucoup d'entreprises petites. Alors, je ne parle pas des toutes petites entreprises parce que c'est le patron qui gère tout. Alors là, c'est encore pire. Mais là, ça s'explique parce qu'il s'occupe de tout. Mais même dans des entreprises structurées où il y a un DRH, on se rend compte que les DRH, ils ne font plus le métier pour lequel ils ont été recrutés au départ. Donc, il n'y a pas qu'un problème de formation de DRH, alors. Non. Non, je rebondis rapidement, mais effectivement, ça me fait penser à la question que je posais juste avant. Merci, Joseph. Je sens que c'est quelque chose qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en parler. Je ne sais pas, pour ceux qui sont peut-être moins acculturés à ce système de protection sociale, est-ce qu'il y a vraiment des dernières questions? Vraiment, là, je pense à Georges Thomas, je crois qu'on a perdu une partie quand même, qu'il y avait des réunions après, pardon. Sinon, pas de souci, pour reposer les questions, je peux aussi les transférer donc soit à Damien, soit à Jean-Yves Le Breton, à Damien Leduc de l'ARACT, éventuellement à nos membres syndicats qui sont aussi présents. Donc, n'hésitez pas à me poser ces questions-là par mail. S'il n'y a pas d'intervention dernière minute, je vous dis donc merci à vous. Merci encore pour votre présence. Je ferai très très court, je vous enverrai les informations par mail. On a un prochain webinaire donc le 21 mai, mardi 21 mai, de 12h à 12h45. On respectera vraiment les 45 minutes, de Florence Bénard, qui est directrice générale de la SCIC Enjeux d'enfance, qui va parler en fait des dispositifs temporaires d'affectation, notamment pour les formations professionnelles de salariés, qui permet en fait de pallier aux absences salariées, aux formations, par exemple à la protection sociale. C'est souvent aussi un manque de moyens pour les structures de pouvoir s'organiser. Et il y a la formation action au dialogue social animée par l'ARACT qui sera mise en place, la par aujourd'hui. Et les inscriptions seront ouvertes aujourd'hui si vous êtes une structure de 11 à 49 salariés. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. Je vous remercie encore pour vos témoignages, réponses et interventions. Bon après-midi. Merci pour l'invitation. Merci Jean-Yves pour l'intervention. Merci à Isabelle pour son intervention précédente et à bientôt. Au revoir Bruno, au revoir Joseph. Bonne journée. Et à bientôt. Bonne journée à bientôt. Au revoir. Merci à vous.